bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Alors, avec moi pour présenter, j'ai Pierre Clarissou, qui est donc le responsable et le manager de la prescription au niveau national pour le groupe BDR Thermea et donc la marque plus particulièrement de Dietrich. Donc Dominique Monnier, donc je m'occupe de l'innovation pour le groupe, pour la marque de Dietrich. Et des relations institutionnelles. Donc mon travail consiste à promouvoir et développer les nouvelles technologies qui vont sortir d'ici un an, 2 ans maximum, mais aussi de promouvoir les technologies qu'on a sorties récemment pour l'entreprise. Donc voilà, donc c'est vraiment le travail de notre quotidien. Alors, l'idée, c'est de retracer et de vous donner une vision sur ce qu'il est possible de faire avec une boucle à eau chaude. Aujourd'hui, ben, l'idée, c'est de décarboner, hein, donc, et de partir d'un postulat qui nous concerne tous aujourd'hui. Donc déjà, c'est l'état du parc, avec un parc qu'il faut avoir en tête, hein, c'est 60% de fossiles, d'énergie fossile qui est utilisée dans le parc aujourd'hui, hein. Donc ça, c'est assez conséquent. Donc on a un énorme, nous, travail, la profession, hein, que ce soit les maîtres d'ouvrage, mais aussi les fabricants, les bureaux d'études, toute la profession, un énorme travail pour défossiliser. Il faut savoir que la production OCS, il y a un énorme travail aussi à faire. Et à l'inverse, la part ENR n'est pas très grande et elle mériterait beaucoup plus parce que c'est de l'énergie qui est facilement accessible et surtout à un coût intéressant. Alors les contraintes, évidemment, l'énergie ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, l'électricité baisse un tout petit peu cette année, mais en fait, on sait déjà que les prochaines années, on est surtout sur des hausses, et des hausses à 2 chiffres. Et ça, c'est déjà préprogrammé. Donc, alors ce qu'il faut avoir aussi, c'est la notion de service à assurer. Aujourd'hui, quand on est dans une énergie ou dans une autre énergie, donc on est avec une seule énergie, on a un problème de continuité de service et il faut absolument, aujourd'hui on est tous impactés et particulièrement quand on est sur du tertiaire et encore plus avec du collectif. Quand il n'y a plus d'eau chaude sanitaire dans du collectif, ça commence vite à être embêtant. Et le chauffage, c'est un peu la même problématique. Donc ça, c'est important. Les réglementations qui se durcissent, bien évidemment, et vous les connaissez aussi bien que moi. Et après, il y a une grosse volonté politique. Aujourd'hui, l'électrification du pays, c'est la voie qui a été tracée. Donc, on s'y conforme et surtout, on essaye d'avancer en ce sens pour justement défossiliser le parc et avancer. Et l'électricité est un excellent vecteur. Par contre, est-ce que c'est le seul et est-ce qu'il doit être unique? Ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que une énergie comme l'électricité a réponse à tous nos problèmes et à toutes les solutions? C'est ce qu'on va essayer de voir. Alors par contre, quand on va commencer à travailler autour de ça, effectivement, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est effectivement la pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur, aujourd'hui, tous les fabricants aujourd'hui conçoivent, fabriquent, enfin une grande partie d'entre eux, et les chaudiéristes historiques, on a tous travaillé, donc nous avons travaillé sur le développement de nos propres pompes à chaleur avec 2 gaz principaux qui sont le R290 et le R32. R32 qui était jusqu'à maintenant de bonne aloi, mais qui est un gaz de transition qui petit à petit va disparaître. Mais on va s'y intéresser quand même parce qu'il a des solutions intéressantes, même si le 290 arrive en force avec des solutions haute température qui nous ouvrent d'autres perspectives, mais qui lui aussi a des contraintes qui sont peut-être différentes du R32, on y reviendra. Et donc cette possibilité, elle est des fois contrainte par justement les réseaux électriques qui ne sont pas toujours dimensionnés, Enedis qui dépend en capacité souvent de temps en temps de fournir les puissances, les coûts inhérents au changement et au transfo qu'il faut modifier sur la partie ELEC. Et donc là, il y a une vraie idée qu'il faut arriver à mettre en œuvre, c'est comment je peux optimiser mon installation. Et là vient l'idée d'hybrider. Alors pourquoi l'hybridation? Parce qu'on est sur une biénergie, et là on va répondre à une problématique qui est gestion de l'énergie, et de la meilleure énergie au meilleur moment et au meilleur coût. D'accord. Le fait qu'on est dans des plus petites puissances en pompe à chaleur, donc plus adapté au réseau électrique et on est plus en capacité de s'y plugger. Et puis cette notion de je prends la meilleure énergie au meilleur moment,
Si j'ai des coûts d'électricité élevés, je bascule sur le gaz et inversement. Et pour autant, je peux quand même, et ça c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les différentes opérations qu'on a réalisées, on peut décarboner énormément avec un couplage gaz pompe à chaleur. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ah, évidemment, quand on parle gaz, tant que faire se peut, on peut aussi accéder aux gaz verts qui peuvent nous aider aussi à accélérer la décarbonation du gaz. Et on parlait d'énergie renouvelable tout à l'heure, c'est le dernier item qu'on a ici. Effectivement, on a du PV, on a des éoliens, on a des contrats élec verts. En tout cas, on est capable aujourd'hui de prévoir de l'autoconsommation sur les bâtiments. Et on ne va pas s'en priver. Et dans toutes les opérations qu'on fait, on l'intègre. Et donc, c'est les équipes de Pierre qui aujourd'hui dimensionnent ce genre de projet. Et donc là, ça commence à devenir intéressant. Donc, au travers de 3 projets que je vais vous passer en revue, donc ça va vous permettre de vous donner une perspective et une idée de ce qu'on est capable de faire sur ces réalisations. La première, c'est une PAC hybride sur un collège à Bergerac. Donc là, on est vraiment dans du tertiaire avec des réseaux de température assez élevés, puisqu'on a un bâti existant, un bâti classé, et qui en plus avec des réseaux de chaleur, un réseau de température qui sont assez élevés avec des radiateurs, etc. Et où il a fallu s'adapter au lieu. Un autre projet, et là on va parler de gaz vert, et là c'est un projet qui nous permet d'être complémentaire à la pompe à chaleur, puisque c'est un projet qui a été déposé au tout départ avec un permis de construire avec des pompes à chaleur en ville, dans une zone ABF, et le projet, le permis de construire a été refusé par la mairie et les ABF. Donc là c'est de dire, si je ne peux pas mettre de pompe à chaleur, comment on fait? Donc ça on vous montrera comment on fait, et à la fin, toujours sur boucle d'eau, on se dit, ok, c'est bien, je suis arrivé à faire de la chaleur, de l'eau chaude et du chauffage, mais est-ce que je ne peux pas essayer de trouver un moyen de faire du froid, et parce que j'ai besoin de confort d'été? C'est ça sur lequel on va avancer sur les 3 projets. Pardon, excusez-moi. Alors, le projet, est-ce que tu peux me servir un petit verre d'eau, s'il te plaît, Pierre, c'est gentil. Le premier projet, c'est le collège à Bergerac. Donc on avait au départ des chaudières acier en basse température. Et donc vous voyez qu'on avait quasiment 1 mégawatt. Quasiment 1 mégawatt. Et vous voyez que le réseau de température, on est à 60-80. Donc 80-60. Pour une pompe à chaleur, ça devient compliqué. Même pour une pompe R290, on est vraiment dans ces limites de fonctionnement. Et ce n'est pas forcément très simple. En plus, donc, la nouvelle chaufferie, en fait, l'idée, c'était vraiment de décarboner. Donc, on a voulu combiner les 2 énergies et donc, à ce moment-là, garantir un service pour que, de façon, les élèves ils aient en permanence, effectivement, des températures qui soient adaptées. Mais par contre, on voulait absolument, et ça, puisque c'était un collège, donc c'est le département qui nous avait imposé un minimum de 35% de gains en GES et de réduire les coûts d'exploitation de 20%. Et donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que quand on n'est pas enfermé dans une énergie, on peut basculer d'une énergie à l'autre pour optimiser les factures énergétiques. Alors voilà comment ça s'est présenté. Vous avez les 3 pompes à chaleur qui sont en cascade. Voilà. Et donc là, on avait 3 pompes à chaleur de 40 kW. Donc on est à plus 7 à 35 en cascade. Une chaudière de 640 kW, puisqu'on avait réussi à redéterminer les puissances avec justement une amélioration du système. D'accord. Et on a avec une optimisation avec une régule, et ça c'est le gros avantage aussi d'être fabricant des 2 modules, c'est-à-dire qu'on fabrique la pompe à chaleur et la chaudière, mais on fabrique aussi la régule, ce qui permet d'optimiser complètement l'installation. Et ce qui est intéressant sur ces pompes à chaleur-là, c'est que la chaudière est modulante, donc ça c'est très important, elle est de 10 à 100%, mais la pompe à chaleur que vous avez ici, ce qui est intéressant, elles sont aussi modulantes. Elles fonctionnent, c'est des scroll inverters qui sont capables de moduler de 13 à 100%. Alors ça devient intéressant parce que quand on est capable de moduler sur la chaudière, mais en même temps moduler sur la pompe à chaleur, on peut s'amuser avec les points de bivalence et on peut avoir une programmation qui est totalement optimisée. Et surtout, vous avez un ensemble de solutions qui fonctionnent l'un avec l'autre sans problème de compatibilité. Et ça, c'est très important pour l'efficience du système. Le schéma, lui, il est somme toute assez classique avec le ballon tampon. Mais vous voyez ici, sur le côté,
la partie verte, où vous avez l'énergie gratuite qu'on va récupérer. Les consommations de la pointe, c'est la partie bleue, d'accord, et donc la partie rouge qu'on ne voit pas, c'est l'énergie produite, voilà. Et la consommation élect de la PAC, c'est la partie jaune que vous avez tout en bas. C'est la consommation. Donc vous voyez que finalement, la conso est très faible par rapport à tout ce qu'on a réussi à récupérer, et particulièrement sur la partie gratuite. Donc le bilan total, c'est 60% de gaz à effet de serre qu'on a réussi à économiser. D'accord, 48% du taux de couverture et moins 40% sur les consommations. Ça veut dire qu'on a quasiment doublé les objectifs qu'on nous avait demandé d'atteindre. Donc ça, c'est une vraie aide, en sachant que j'ai mis un petit carré là-haut, c'est les aides à la transition énergétique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il est possible aussi de faire valoir et le fonds FEDER ou le fonds vert en fonction des régions et en fonction des projets, le fonds chaleur. Et à ce moment-là, typiquement sur ce projet-là, on a réussi à 50% de l'invest, on a réussi à le récupérer en subvention. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Dans le montage financier, c'est plutôt intéressant. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, c'est si la pompe à chaleur, on ne peut pas l'installer. Typiquement, voilà, on était là sur Brunois, centre-ville, et là, la pompe à chaleur, dans le permis de construire, a été refusée. Comment on fait ? Et bien là, on a travaillé sur une nouvelle solution. Donc ça, c'est très innovant ce que vous allez découvrir. Certains ont commencé à entendre parler. Donc c'est des choses sur lesquelles on a développé notre propre fabrication de gaz vert. Alors comment c'est venu ? Là, Brunois, effectivement, nous a demandé, et GRDF s'est associé au projet, sur un appel à projet où il a fallu trouver des solutions techniques en remplacement de la pompe à chaleur. Et donc là, on a travaillé sur cette solution qui est en zone donc ABF, où là, on a pris une solution où il a fallu trouver le moyen de fabriquer et de décarboner le gaz. Alors, comment on décarbone le gaz ? Il y a un truc qui est assez sympa, c'est de fabriquer son propre gaz vert en local. Fabriquer son gaz vert, il n'y a pas 36 solutions en local. L'idée, c'est d'utiliser et de faire de l'électrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène. Alors, pourquoi l'hydrogène ? Parce que l'hydrogène est un gaz vert. Donc, on peut tout à fait mettre du PV en toiture, mais il nous faut de l'eau. Et de l'eau, quand on fait du chauffage avec une chaudière gaz à condensation, on en a plein, c'est de l'eau de la condensation, et en plus elle est déminéralisée. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de jeter l'eau, comme on fait d'habitude des condensats de la chaudière, on va récupérer cette eau, et on va l'injecter, ces condos de condensat, dans une boîte, mais on ne touchera jamais au réseau d'eau sanitaire. Jamais, jamais. On va toujours utiliser les condensats puisque c'est de l'eau déminéralisée et on va l'injecter dans un électrolyseur et on va pouvoir fabriquer, d'accord, cet hydrogène et cet oxygène. En bas, j'ai l'arrivée de gaz et dans cette boîte, effectivement, j'ai un mélangeur qui mélange les trois gaz, oxygène, hydrogène et CH4, le gaz naturel. Je vais donc créer un nouveau gaz hybride qui aura donc ces trois composants, CH4, H2, OS2. Donc d'une chaudière normale, standard, je vais y mettre une petite boîte à côté qui va fabriquer ce mélange de gaz, cette préparation de gaz en amont, et ce qui fait que je vais pouvoir décarboner ma combustion. Alors comment ça marche ? J'ai ma solution d'alimentation électrique. Alors si possible avec du PV, c'est encore mieux parce que je fais de l'autoconsommation. C'est autant que de gaz que je ne vais pas consommer et surtout qui justement va m'alléger ma facture gaz, qui va devenir en déduction. Mon eau de condensation qui vient de la chaudière en bleu, je vais donc récupérer cette eau, avec l'électricité, je casse ma molécule d'eau, H2O2, je mélange au gaz et j'ai donc le vert jaune qui est le nouveau gaz hybride qui est brûlé dans la chaudière. Donc voilà, c'est assez simple de fonctionnement. Donc ça, c'est ce qui sortira, par exemple, d'ici 1 an, l'année prochaine, et on aura cette solution qui arrivera effectivement et qui nous permettra d'avancer sur la solution. Alors, qu'est-ce que ça apporte, cette solution ? Donc, on est à moins 30% en termes de consommation gaz. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Sur cette solution, on arrive à moins 15% en carbone. Donc, ça, c'est aussi le plutôt bon. Et il y a des effets très intéressants, c'est sur la pollution. Je vais diviser par 4 les CO et diviser par 10 les NOx. Donc ça, c'est plutôt intéressant sur la qualité, en plus, de la flamme que je vais récupérer. Non seulement je décarbone, je consomme moins, mais en plus, je vais dépolluer ma combustion. Donc, si des fois la pompe à chaleur n'est pas accessible, eh ben, j'ai quand même une solution de secours qui devient intéressante. Et ça, c'est tout nouveau. Ça va un petit peu bousculer les choses, mais l'avantage, c'est que c'est assez sympa sur les possibilités que ça offre en termes de possibilités de décarbonation. À quoi ça ressemble ?
Vous avez une chaufferie, et ça c'est le Brunois, c'est la chaufferie de Brunois qui va être installée là. On est en plein travaux en ce moment pour l'installer. Vous avez une chaudière, un électrolyseur, une chaudière, un électrolyseur, et à chaque fois on fait un couple qui permet de faire fabriquer l'hydrogène pour chacune des chaudières. Donc voilà, c'est un système assez simple. Et vous voyez que le système de chauffage, et entre autres ici on traite l'eau chaude sanitaire, il est complètement standard. Rien ne change sur le circuit d'eau chaude ou de chauffage. Il y a juste un couple chaudière électrolyseur qui est mis ensemble. Et pour ce projet-là, nous avons reçu un titre 5 qui permet de le valoriser dans la RE 2020. Donc ça rentre dans la RE 2020. Donc ça, c'est assez aussi intéressant. Il faut savoir aussi que ça existe aussi en rénovation, et nous avons 2 titres 5 en RTX qui nous permettent de valoriser la solution par rapport au DPE et en nouvelles solutions de rénovation globale. Pour cette solution, il y a des choses importantes à retenir. C'est une solution qui permet de basculer du gaz à l'élec facilement. Donc là, pareil, on est dans cette flexibilité. On a la capacité justement d'avoir un appareil qui dure 25 ans. Alors ça aussi, c'est sympa. C'est-à-dire que vous avez une ACV qui dure très longtemps. Ça c'est aussi intéressant, avec une réparabilité de 9,5, puisqu'en fait beaucoup d'éléments de la chaudière sont récupérés et réutilisés dans ce système. Donc ça c'est pareil. Donc ça nous permet d'utiliser notre centre de pièces de rechange et d'avoir la pièce sous 24 heures. Donc ça c'est très intéressant. On conserve les régimes de température. Si vous êtes à 80 degrés, il n'y a aucun problème. Il faut savoir qu'on est capable de faire condenser la chaudière avec ce système jusqu'à 72 degrés en retour. Ça veut dire qu'on peut monter à pratiquement 100 degrés sans aucun problème. Du moment qu'on a des retours inférieurs à 72 degrés, on va continuer à condenser, augmenter le rendement de la machine, et surtout, on va récupérer cette eau pour pouvoir l'utiliser dans l'hydrogène. Et le dernier point, c'est que n'importe quel installateur chauffagiste peut utiliser cette solution. Cette solution, donc évidemment, c'est un complément à la pompe à chaleur. Ça ne remplacera jamais une pompe à chaleur, mais c'est un complément. C'est tout conçu et fabriqué en France, donc ça c'est important aussi, c'est des brevets français. Et surtout, ça sera commercialisé en 2026, et ça rentre dans l'arrêté du 23 février 2018 qui régit les chaufferies et qui nous permet donc de rentrer dans la NF-Gaz et donc de ne pas changer de normes, et donc c'est accessible à tout le monde. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, on a une boucle à eau chaude, on sait mettre des pompes à chaleur, on sait faire de l'eau chaude, on sait faire du chauffage, on sait hybrider, on sait faire plein de choses. Par contre, comment on peut, avec ces mêmes solutions, est-ce qu'on peut faire du froid? Et ben, la réponse est oui, il est possible. Donc là, c'est typiquement une installation sur Marseille, on a fait une centaine de logements. Donc là, c'est avec Bouygues Immobilier, tout simplement, hein. Et donc là, on est parti sur une boucle à eau chaude. Alors ici, c'était une pompe à chaleur de 300 kW, une Aquarevia. Mais le gros avantage de cette solution, c'est qu'elle est triple service. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire triple service, ça veut dire quoi? Chaud, froid, eau chaude sanitaire. Donc ça, toutes nos pompes à chaleur sont capables de le faire chez nous. Donc ça, c'est très important parce que tout le monde ne sait pas le faire. Donc ça, c'est pareil. Les machines, nous, sont conçues pour ça chez nous. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez donc un système ici, et c'est un plateau. Donc là, ici, c'est un appartement, hein. Vous avez ici, tout en haut, vous avez le système avec... Alors, je ne sais pas si je peux pointer ici. Vous avez le module de traitement d'air ici, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce fameux module de traitement d'air, c'est lui qui va faire la transition entre la partie eau et la partie air. Donc on va récupérer après les bouches de soufflage. Ces bouches de soufflage qui sont brevetées ici, avec un effet Quanda, ça veut dire que c'est un air très très lent, d'accord, qui va lécher le plafond et qui va revenir par le bas. C'est-à-dire que vous n'aurez pas cette sensation de soufflage comme on peut avoir sur un vecteur air classique, un split system qu'on a vulgairement, une clim comme on dit à la maison. On n'a pas du tout ça. Avec ce système, effectivement, Air Smart, et qui nous permet d'avoir aussi un super silence au niveau de l'acoustique, c'est très très confort. La solution permet aussi, avec ce fameux plénum, vous voyez, avec plusieurs bouches différentes, ça nous permet aussi d'avoir une régulation pièce par pièce. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est que là, chaque pièce peut être commandée séparément avec ce système. Et pour autant, ce système est alimenté par une boucle à eau, et donc effectivement, on est avec le même système, même pompe à chaleur. Et là, typiquement, on a mis une hybridation, par exemple, sur cet exemple-là. Chaudière gaz à condensation, hybridée avec une pompe à chaleur, triple service qui nous permet de basculer et de faire 80% des besoins
via la pompe à chaleur et le reste avec la chaudière. Et typiquement, la pompe à chaleur est capable de fournir les besoins en froid pour faire la partie vecteur-air. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est un autre exemple qu'on a fait dans du tertiaire. Donc ici, c'était un hôtel, hein, typiquement. Et donc là, par exemple, le système, justement, il faut avoir en tête qu'il existe aussi en placard, c'est-à-dire qu'en plafond ou en placard, on peut utiliser les deux systèmes. Il faut savoir que comme ça nous permet d'être complètement accessible en dehors de la chambre. Ça, c'est hyper important aussi. On n'a pas besoin de rentrer dans les chambres pour pouvoir accéder et faire l'exploitation du système. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, le système, il est gainable. Alors, gainable, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On aurait pu faire un système de plénum maçonné, mais il aurait fallu que les plafonds soient étanches. Mais le gros problème de ça, c'est que ça entraîne des surcoûts à la fabrication. D'accord. Et surtout, on ne peut pas mettre de spot encastré dans les plafonds, etc. Avec un système de gainage, on peut tout à fait mettre des spots et le plafond est complètement standard, c'est un placo normal. Donc ça, c'est aussi intéressant et ça permet aussi de pouvoir bouger les bouches quand on en a envie et d'avoir une souplesse aussi pour le promoteur afin de s'il veut modifier ses plans au dernier moment, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et cette notion d'acoustique nous permet aussi, avec ces fameuses gaines qui sont justement isolées, d'avoir une acoustique extrêmement poussée avec des très faibles puissances acoustiques. Donc sur ce genre de projet, bien évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est là où les équipes de Pierre interviennent, que ce soit en amont au niveau de la conception, où nous avons un bureau d'études interne qui est capable de vous étudier les solutions, d'accord, de vous accompagner pendant, avec une partie commissioning, on a des techniciens qui peuvent venir sur site, vous aider sur justement la mise en œuvre, d'accord, mais aussi la partie après, c'est-à-dire la partie mise en service, d'accord, voire même l'exploitation, où on est capable de venir en sous-traitance des gros exploitants, ou alors carrément, si vous le souhaitez, venir carrément faire l'exploitation, puisque nous avons nos propres services techniques internes. Donc ça, c'est pareil. Soit c'est nos partenaires qui le font, soit on est capable de les suppléer ou même de les remplacer si jamais vous n'avez pas trouvé le bon partenaire. Donc aujourd'hui, il faut avoir une petite idée, c'est que c'est 250 techniciens sur la France, hein, notre équipe. Hein. Donc c'est conséquent. Donc on a de quoi mailler et en tout cas répondre à vos besoins partout où vous en aurez besoin. Donc voilà. Donc ça, n'hésitez pas. Une grosse possibilité de schématech aussi qui est disponible sur le site. Les équipes de Pierre sont à votre disposition. Et donc maintenant, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions qui sont un peu plus poussées, Pierre est là pour vous répondre. Alors on va mettre les casques. Y a-t-il des questions? Bonjour. Concernant les chaudières gaz vert, Oui. on est sur quel type de puissance de chaudière? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on a toutes les puissances qui sont couvertes, ce qu'on a convenu avec l'État, avec la DGPR, qui va sortir dans un premier temps. C'est toutes les chaudières qui sont au-dessus de 35 kW et on va pouvoir couvrir jusqu'à 1 MW. Donc on a de quoi faire. Hein. Donc vulgairement, on va travailler plutôt sur de la chaufferie. Donc ça, c'est ce qui sortira dans un an. Donc c'est vraiment de la chaufferie collective centralisée, que ce soit pour du tertiaire ou pour du logement, les deux. En fait, c'est très simple, on met autant de chaudières qu'il y a de besoin, on peut mettre des cascades, et après on met autant d'électrolyseurs couplés aux chaudières. C'est justement un travail de dimensionnement en amont, mais rien d'extraordinaire, pas plus qu'une pompe à chaleur qu'on dimensionne avec une chaudière. Hein. Donc c'est juste un travail en amont, mais en tout cas les puissances sont couvertes. Bon, jusqu'à 1 mégawatt, on commence à faire un petit peu, quoi. Mais bon, le gros aujourd'hui des puissances, on a beaucoup diminué en puissance, même en Renault Global, bon, ça aide beaucoup le bâti hein, sur les DPR, mais même sur le neuf. Hein, donc on est en moyenne, souvent on est autour de 100, 150 kW, voire des fois en dessous. Donc voilà. Et donc c'est valable aussi pour le petit tertiaire, pour les mairies, les piscines, etc., les écoles. Ça marche redoutablement bien, hein, ça c'est extrêmement bien. Si en plus on peut le coupler à du PV, alors ça c'est génial, hein, ça c'est top. Voilà. Mais ça marche aussi sur le réseau électrique, il n'y a pas de problème. Voilà. Bonjour, j'avais une question. Quel taux ENR vous pouvez atteindre avec le système hybride et l'électrolyse aussi ainsi que... Le taux ENR en fait, aujourd'hui, la pompe à chaleur, notre objectif, c'est de couvrir au moins 70% des besoins avec la pompe à chaleur. C'est au moins, minimum.
D'accord. Alors, suivant les régions, après, il y a les zones climatiques qui jouent aussi, qui sont mieux que d'autres, hein. Mais on arrive, en zone H3 par exemple, on arrive à aller bien au-delà, hein. On arrive à 85, des fois même 90% de NR, hein. Donc, non, non, les machines aujourd'hui ont des COP et des fonctionnements qui sont plutôt bons. Ce qui est souvent le plus important dans la machine, c'est quand on commence à avoir des températures un peu moyennes et surtout très humides, comme on a eu ces derniers temps là dans certaines régions où on a commencé à prendre en glace les machines parce qu'il faut dégivrer. La vraie qualité de la machine, elle se joue là. Quand toutes les températures sont à peu près correctes, tout va bien. C'est là où on voit la qualité de la machine, c'est quand elle ne peut pas dégivrer. Donc c'est là où on voit que le dimensionnement et la conception, ça change beaucoup de choses. Voilà. Les nôtres, elles ne prennent pas en glace. Voilà. C'est juste une petite anecdote. Bonjour. Bonjour. Donc si je comprends bien votre système de production d'hydrogène, Oui. ça revient finalement à remplacer une molécule de gaz par de la consommation électrique. Alors c'est très juste, c'est bien observé. En fait, quelque part on électrifie le gaz. C'est un petit peu détourné, mais c'est un peu ça, hein, puisque en fait on va avec de l'électricité, on va fabriquer des molécules d'hydrogène et d'oxygène, les deux, hein, parce que c'est pour ça qu'on parle de gaz vert. C'est des gaz. Et qui vont prendre la place de molécules de CH4. Alors, effectivement, la puissance calorifique d'une molécule d'hydrogène, c'est-à-dire l'indice de Vob d'une molécule d'hydrogène et d'oxygène, quand on remplace une molécule de CH4, c'est pas la même. Donc il en faut un peu plus pour combler la puissance. Donc si on dimensionne mal, on peut avoir une dégradation de la puissance. Mais par contre, on dimensionne suffisamment de façon à pouvoir compenser et avancer. Mais effectivement, il y a une notion de puissance qui est importante, mais ça remplace effectivement et on électrifie via ce procédé. Et c'est quelque chose d'assez malin pour pouvoir électrifier le gaz sans que justement on ait de contraintes. En tout cas, on fabrique du gaz avec de l'élec. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça a un intérêt sur la décarbonation, mais sur le prix de l'énergie, c'est peut-être un peu moins intéressant, sauf si on a du PV en autoconsommation par exemple. Alors il y a deux choses. C'est que quand on utilise... alors j'aime bien la question parce qu'il y a deux réponses à cette question. Le premier, effectivement, du PV, c'est royal parce que là on fait de l'autoconso, donc tout ce qu'on fabrique c'est gratuit. Enfin, en tout cas, ça vient en déduction de ma facture. Voilà, quoi qu'il arrive. Si maintenant, et c'est le cas d'ailleurs de notre site qu'on a en Airtex, donc sur Versailles par exemple, où on a rénové des bâtiments, et on a mis cette solution, mais par contre on ne pouvait pas mettre de PV en toiture parce que le toiture ne pouvait pas supporter. Donc on a branché directement sur le secteur, et on a fait passer quand même le titre 5 pour savoir si ça fonctionnait. Alors ça passe. Le seul truc, c'est qu'effectivement, en conso d'énergie, on va avoir quelques petites améliorations parce que on a des phénomènes de bord intéressants. Quand on commence à mélanger de l'hydrogène et de l'oxygène et qu'on l'injecte dans un brûleur, on a un phénomène où on va augmenter le rendement de la machine parce que déjà on va condenser beaucoup plus. On va condenser en chauffage et en eau chaude. C'est pour ça qu'avec des retours à 72 degrés, vous imaginez bien que ça envoie de l'eau beaucoup, et donc ça augmente le rendement de la machine. Le rendement de saisonnier augmente. Donc on a des rendements de machine qui dépassent les 120%. Donc ça c'est important aussi. Donc on va récupérer un peu ça. L'électrolyseur, lui, on va l'optimiser son fonctionnement parce qu'un électrolyseur classique, quand on produit de l'hydrogène seul, molécule seule, hein, c'est 55% de rendement, donc c'est pas dingue. Par contre, si on commence à rajouter l'oxygène, on récupère déjà 15%. Et si on commence à rajouter en plus l'énergie fatale, la chaleur fatale consommée, et que je mets un échangeur à plaques, et c'est le cas de notre système, et qu'on le recède au réseau, on arrive à un rendement d'électrolyseur aux alentours de 95%. Ce qui fait que 120% d'un côté et 95% de l'autre, on est supérieur à 1. On ne fait pas des folies en termes de gains énergétiques, mais un petit peu quand même. Et surtout, on décarbone avec une solution là où on ne pouvait pas mettre de pompe à chaleur. Donc ça, c'est là où ça devient intéressant. Et surtout, après, on dépollue aussi la combustion. Et là, on s'attaque à un truc qui est sympa. C'est toutes les particules fines qui sont rejetées par les machines. Donc ça, c'est... On décarbone, on dépollue avec une toute petite amélioration de la conso. Et si en plus on est capable de jouer sur heure pleine, heure creuse,
et ben là, pas tant qu'on va peut-être de nouveau regagner de l'argent. Ça répond à votre question? Oui. En complément un petit peu, l'électrolyseur, ça a la taille d'une chaudière gaz. C'est ça à en peu fait. près, À chaque fois, c'est la taille d'une chaudière. C'est-à-dire que si vous avez une murale, c'est la chaudière à murale et elle est à côté. Si vous avez une grosse chaudière sol, bah, c'est à peu près le gros. C'est à chaque fois on double l'élément. D'accord. C'est à peu près ça. Et alors, pour le stockage de l'hydrogène, Jamais. Jamais stocké? Non. Donc alors, c'est simple. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que stocker de l'hydrogène, on n'est plus du tout dans les normes du bâtiment. Bah oui. C'est interdit. Bah oui. Donc l'idée, c'est je produis, je brûle. Ce qui fait que je m'affranchis de tous les ICPE, je m'affranchis de tous les problèmes Céveso, je m'affranchis de tous les problèmes de sécurité inhérents au stockage de l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, quand on stocke, la première chose qu'il a envie, c'est de rejoindre son copain oxygène. Et quand ils se rejoignent, ils sont sportifs. Donc l'idée, c'est justement, je produis, je brûle. D'accord. Voilà. Par contre, il faut une certaine pression quand même. Alors c'est le gros avantage de nos électrolyseurs, c'est qu'on ne compresse pas, on sort à 20 millibars. C'est 20 millibars. Et donc en fait, on sort à la pression réseau gaz, et c'est ça qui est malin. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'énergie pour le compresser, pour le filtrer, tout ça. L'hydrogène, il est brut. C'est de l'hydrogène qui sort à moins de 3 euros le kilo, contrairement à de l'hydrogène que vous pouvez construire ou croiser dans le bâtiment, ou qu'Air Liquide va vous fournir à 15 euros le kilo. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec de l'hydrogène pour une pile à combustible qui, lui, doit être super propre, compressé, ou pour une voiture qui doit être à 700 ou 800 bars, qu'on doit compresser plusieurs fois avec du matériel. Là, ça n'a rien à voir. C'est pas cher, c'est facile et c'est accessible à tous. D'accord, merci. On est bon pour tout le monde? Ben, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Ça sera avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci à vous en tout cas.